Troisième jour du procès de l'ex-chef d'État ivoirien et l'ex-président du COJEP devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Ce lundi, la défense de Laurent Gbagbo a refuté les chefs d'accusation établis contre l'ancien président ivoirien. La liste définitive des victimes des crises que le pays a connues sera rendue publique dans 2 mois. Assurance donnée ce lundi par le professeur Seri Bailly. Le porte-parole de la CONARIV s'est aussi prononcé face à la presse sur les accusations portées par le collectif des victimes. En économie ce lundi, la première rencontre avec les médias du nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Il a annoncé des chiffres importants, 1500 milliards de francs CFA investis sur les 4 prochaines années. Et puis, à l'étranger, le coup d'envoi de la présidentielle américaine, donné ce lundi avec le caucus de l'Iowa. Premier test pour les candidats. Les derniers sondages donnent un avantage à Hillary Clinton. Côté démocrate, Trump est en tête chez les Républicains. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, l'actualité judiciaire marquée par la reprise ce lundi du procès de l'ex-chef d'État ivoirien et l'ex-président du COJEP. Procès devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye. À la tribune, la défense de Laurent Gbagbo a réfuté les chefs d'accusation établis contre l'ancien président ivoirien. Le récit de Sidonie Davila. Ce lundi 1er février a repris le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. La défense s'est prononcée sur les chefs d'accusation portés contre ses clients, à savoir meurtre, tentative de meurtre, viol et persécution. Des accusations que Maître Altit, avocat de la défense, rejette en bloc. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie. Au terme de ce 3e jour de procès, Maître Emmanuel Altit et son équipe ont tenté de démonter l'argumentation de l'accusation. La défense a d'abord regretté que le rôle des acteurs extérieurs à la crise ivoirienne, particulièrement la France et le Burkina Faso, ne soit pas abordé. Par ailleurs, les conseils de l'ex-président ont également critiqué l'approche, selon eux, ethnicisée de la procureure. Si l'on examine de près la réalité ivoirienne, on s'aperçoit qu'à aucun moment, l'ethnie n'a été un facteur explicatif. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous aurez à prendre en compte la complexité d'une situation que le procureur a voulu vous présenter sous un prisme binaire inadapté. Ce mardi, ce sera au tour de la défense de Charles Blé Goudé, leader de l'Est-Galaxie patriotique, mouvement de la jeunesse proche de Laurent Gbagbo, de défendre son client. Et cet autre procès qui concerne également un ex-chef d'État ivoirien. Le tribunal militaire a fait comparaître cet après-midi le colonel Dogbo Blé Bruno pour des faits de complicité d'assassinat du général Robert Gueye et son aide de camp, le capitaine Fabien Coulibaly. D'autres prévenus ont également été entendus. Tous clament leur innocence. Ils sont pour la plupart poursuivis pour les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat de l'ex-chef d'état-major, son personnel de sécurité et son épouse. Le témoignage d'Abou Sanogo vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Ce procès vise à rechercher la vérité nécessaire pour la réconciliation nationale. Une réconciliation quasi impossible sans indemnisation des victimes. C'est toute la substance de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Le porte-parole de l'institution a annoncé aujourd'hui que la liste définitive des victimes des crises que le pays a connues sera rendue publique dans 2 mois. Le professeur Seri Bailly s'est aussi prononcé face à la presse sur les accusations portées par le collectif des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Moussa Coulibaly, Hamza Diaby. Le 10 décembre 2015 a marqué la fin du recensement des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Environ 2 mois après, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, assure que la liste consolidée des victimes de guerre sera disponible fin mars 2016, comme voulu par le chef de l'État. Mais avant, l'institution tient à vérifier la liste des victimes recensées. Cette vérification a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la vérification des dossiers pour savoir si toutes les pièces demandées sont fournies. La deuxième modalité, c'est de téléphoner aux personnes pour poser quelques questions afin de s'assurer que ce qui est dans le dossier est vrai. La dernière phase, c'est la vérification sur le terrain.
Si cela s'avère nécessaire, nos équipes de vérification se déporteront sur le terrain. Le 9 janvier dernier, le collectif des victimes de guerre en Côte d'Ivoire, CVCI, accuse la Conarive de racket, de promotion de l'impunité et de tournées inutiles et budgétivores, entre autres. Des accusations que rejette la Conarive. Mieux, l'institution consigne ses preuves dans un rapport intitulé « Le mémorandum de la Conarive sur le rapport du CVCI ». Nous souhaitons que le processus de réconciliation, le processus d'indemnisation des victimes, l'ensemble de ce processus réussisse dans l'intérêt de tous les Ivoiriens et, on l'a souvent dit même, dans l'intérêt de la sous-région. La dernière phase de recensement de la Conarive donne 130 530 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Cette étape terminée, l'institution prévoit mener des actions en faveur de la réconciliation, une autre mission inscrite sur sa feuille de route. Le processus de réparation et d'indemnisation des victimes dont parle le porte-parole de la Conarive a bien sauvé la vie à Rakistaba Mahamoudou. L'homme, victime de la crise post-électorale de 2011, était dans un état critique. Cet agriculteur a été abandonné pour mort dans un village dans le département de Daloa, c'est dans le centre-ouest du pays. Aujourd'hui, il bénéficie d'une prise en charge médicale totale pour une intervention chirurgicale au CHU de Cocody grâce au système d'assistance mis en place par le gouvernement, un sujet de Mamadou Kwasi. Mahamoudou Rakistaba est burkinabé. Le 11 février 2011, au plus fort de la crise post-électorale, il a reçu une balle dans le tibia à Zebra, un village du département de Daloa. Sans moyens financiers, impossible pour lui de se faire extraire la balle. C'est un vieux artisanat qui m'apprend. Je me restais avec lui. Bon, lui, il a fait, bon, comme le os c'est un gâté là, cassé par, bon, donc il a fait, lui, il a tassé pour lui, il a fait ce qu'il peut faire. Bon, je vais pouvoir marcher un peu. Mais le plein là, quand il fait un mois, je me débrouille marcher. Si je peux faire un mois, bon, à terre. Parce que, bon, quand ça presque fini, ça revient. Bon, quand ça va finir, bon, ça revient. Donc, jusqu'à pendant 5 ans là, c'est comme ça. C'est désormais chose faite, et ce grâce au programme de prise en charge des blessés. Mahamoudou échappe in extremis à une imputation. Nous avons réalisé sur lui une mise à plat qui a consisté à l'ablation des skis osseuses qui étaient encore présentes au niveau de la plaie, qui entretenaient la suppuration. Alors, l'intervention s'est passée normalement. À sa sortie du CHU de Cocody, où il est interné actuellement, Mahamoudou sera pris en charge par les médecins du centre hospitalier régional de Daloa. La ministre Koné Mariatou est allée traduire la compassion du gouvernement à la victime. Elle a profité de l'occasion pour rassurer les blessés qui seront tous pris en charge. Que tous ceux qui sont en attente soient patients parce que c'est un processus qui a commencé, qui ne va pas s'arrêter tant qu'il y aura encore des victimes. Donc pour les 1000 premiers blessés, ils ont été répartis dans les différents centres hospitaliers universitaires de notre pays et également dans certaines structures sanitaires. Donc au fur et à mesure, la prise en charge se fait. Voilà, c'est d'être patient. Lui, on l'a cherché, on l'a trouvé, et tout le monde passera. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a félicité le CHU de Cocody pour sa parfaite collaboration dans la prise en charge des blessés. À ce jour, ce sont près de 1000 victimes de guerre, dont des civils, des militaires et policiers, qui ont bénéficié de soins gratuitement pris en charge par l'État. L'indemnisation des victimes des crises, le développement local, l'approvisionnement en eau potable, la réalisation d'infrastructures. Pour tous ces acquis dans leur région, les populations du département de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays, ont rendu un hommage au président de la République. C'était au cours d'une journée qui a réuni cadres, élus et chefs traditionnels du département. Le récit d'Abou Sanogo. Gagnoa, chef-lieu de la région du Go. Belle ambiance à la place Laurent Gbagbo. Les populations reconnaissantes rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour tous les projets réalisés dans leur région. Occasion également pour célébrer et féliciter un de leurs, le ministre des Eaux et Forêts, Louis Dakouri Tablé, pour son entrée au gouvernement. Et cela s'est traduit par une forte mobilisation des filles, fils, élus, cadres et l'ensemble des chefs traditionnels du département qui s'engagent à l'aider à accomplir la mission à lui confier par le chef de l'État. Dites au président de la République
que les populations du Go et singulièrement de Gagnoa lui sont reconnaissantes pour ce geste en faveur de la réconciliation et de la paix dans notre pays. Vous pouvez compter sur tous vos frères et sœurs de la région du Go pour vous épauler. Représentant la grande chancelière Henriette Dagri Diabati, Anne Désiré Ouloto s'est réjouie de l'entrée du ministre Dakouri Tabli au gouvernement. Elle a invité la population de la région du Go à le soutenir. Elle souhaite que sa présence au gouvernement aide la Côte d'Ivoire à avancer. Mais elle souhaite également que sa présence au gouvernement rassure toute la population de Gagnoa et aide également les cadres de Gagnoa à la cohésion, à la fraternité, à l'entente, à la solidarité, pour que Gagnoa reste debout et que Gagnoa soit bien loti dans le train de l'émergence conduit par notre président, le président Alassane Ouattara. Quant à lui, André Dakouri Tabli, il a exhorté ses parents à s'inscrire résolument dans la République sans état d'âme. Les engagements du président de la République pour notre région, déclinés en projets d'adduction d'eau, électrification des localités de plus de 500 habitants, construction de collèges de proximité et de centres de santé, construction d'ouvrages, reprofilage des routes et pistes villageoises, etc., sont la conséquence de notre adhésion à la République. Par ailleurs, le ministre des Eaux et Forêts a engagé les populations du Go à considérer désormais la forêt comme une priorité nationale, puis les a appelés à l'aider à réussir sa mission, celle de la préservation du patrimoine forestier ivoirien qui est passé de 16 millions d'hectares à 3 millions d'hectares. Vous venez de le voir, les élus, cadres et chefs traditionnels du département de Gagnoa étaient nombreux à cette journée de reconnaissance et de remerciement au chef de l'État. Ils se sont confiés au micro d'Abou Sanogo. Nous rentrons dans le cadre de l'émergence et surtout dans l'esprit de la cohésion sociale. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement et sans développement, il n'y a pas de paix. Les objectifs ne sont pas autre chose que remercier le président de la République d'avoir pensé à Gagnoa, d'avoir pensé à la région du Go. Il a démontré dans les urnes que nous étions derrière le président de la République, nous le soutenions dans sa vision de l'émergence en 2020. Et à l'issue de cette élection, il nous a donné un ministre qui va être le porte-parole de la région du Go. On est satisfait et on croit au président de la République. On sait que tout ce qu'il a promis à Gagnoa, il le fera. Il nous a donné 60 collèges de proximité. Et la voirie, il nous a promis. Et nous croyons au président de la République. Et voilà qui nous amène dans la capitale politique Yamoussoukro. La préfecture de la ville a abrité aujourd'hui une cérémonie de salut aux couleurs. C'est une tradition qui a lieu chaque premier lundi de mois, sous la houlette du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Thiemo Kotouré. Le reportage de Michel Mambo. Comme il retentit chaque premier de mois à la tour administrative au plateau, l'hymne national a encore été entendu ce 1er février dès 7 h, mais cette fois à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le salut aux couleurs nationales, un devoir civique qui revient peu à peu dans les habitudes des Abidjanais et, selon le ministre Sidi Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, les populations des villes de l'intérieur ne devraient pas être en reste, d'où la délocalisation de l'événement. Pour le ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jano Aosso-Kouadio, qui présidait la cérémonie, l'idée est noble. Le drapeau national symbolise l'unité des Ivoiriens. Nous avons tous chanté l'hymne national. Nous voulons être un modèle pour l'humanité. Et ce modèle passe absolument par la renaissance. Et nous sommes une terre d'espérance. La Côte d'Ivoire, par essence, est un oasis de paix. Et le président Alassane Ouattara veut revenir à ces valeurs fondamentales
qui ont caractérisé la Côte d'Ivoire. Forte mobilisation des membres du gouvernement, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité à cette cérémonie d'honneur au drapeau national. Le monde de la culture ainsi que celui du football était également représenté. La cérémonie de salut aux couleurs est désormais célébrée tous les 2 mois dans une ville de l'intérieur. Je vous le disais en titre, l'économie, ce lundi, c'est la première rencontre avec les médias du nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Il a annoncé des chiffres importants. 1500 milliards de francs CFA seront investis sur les 4 prochaines années à travers le nouveau cadre de partenariat. L'éclairage de Lansine Bakayoko est commenté par Jean-Jacques Kwameala. Les 1500 milliards de francs CFA qui vont être décaissés seront essentiellement orientés vers le financement des projets socio-économiques. Rien qu'au titre de l'Association internationale de développement IDA, le guichet concessionnel de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres, au moins 175 milliards de francs CFA sont disponibles d'ici à décembre prochain. Plus de 8 projets sont déjà au stade de l'identification ou de la préparation. Ces projets concernent les secteurs suivants: électrification rurale, eau potable, transport, agriculture, assainissement et l'emploi jeune. Nous sommes en train d'exploiter les voies et moyens de faire bénéficier la Côte d'Ivoire d'une nouvelle initiative appelée l'IDA 17 Scale-up Facility, qui pourra se solder par une augmentation substantielle de l'enveloppe IDA. La démarche est axée sur 3 domaines d'intervention à l'issue des consultations menées avec le secteur privé, la société civile et les élus locaux. L'objectif est d'accélérer une croissance durable et surtout renforcer la gestion des finances publiques. Il est bon que la Côte d'Ivoire, qui vise l'émergence en 2020, puisse maintenir une croissance forte, continue et surtout que les revenus générés sont équitablement repartis tant au niveau des différentes strates sociales que leur répartition géographique. Selon la Banque mondiale, il importe aujourd'hui que les réformes pour la stabilité macroéconomique n'en affaiblissent pas et que le secteur privé national et étranger puisse jouer véritablement un rôle de catalyseur en but de créer plus de valeur ajoutée et résorber la courbe du chômage des jeunes. Tout cela, bien évidemment, peut se réaliser si 5 grandes conditions peuvent être réunies. Premièrement, la stabilité sociale, la stabilité macroéconomique et viabilité de la dette. Réforme du foncier, développement des secteurs financiers inclusifs et finalement, le renforcement de la gouvernance. Une équipe de la Banque mondiale se trouve en ce moment à Abidjan à l'effet d'étudier la mise en place des financements alliant IDA et d'autres sources de financement dans le secteur de la transformation, de l'anacarde et du cacao. La compagnie nationale aérienne Air Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 76 milliards de francs CFA en 2015. Cette année, elle prévoit 89 milliards de francs CFA, des chiffres donnés par la direction de la compagnie à l'occasion d'une rencontre à bilan. La compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire renforce son positionnement dans le ciel africain. De 244 183 passagers en 2013, 398 561 en 2014, la compagnie a atteint à fin décembre 2015 le chiffre record de 604 170 passagers. Une progression qui a fait bondir le chiffre d'affaires à 76 milliards 14 millions en 2015, largement supérieur aux gains de 2014 et 2013 qui indiquaient respectivement 50 milliards 154 millions et 26 milliards 982 millions. Conséquence, Air Côte d'Ivoire a augmenté sa part de marché au départ d'Abidjan vers son réseau à 78% à fin 2015. Des résultats qui lui ont valu la notation BBB par le cabinet d'évaluation de risque de crédit Bloomfield Investment. Les perspectives pour 2016 sont donc prometteuses. La recapitalisation de la compagnie entamée en 2014 devrait être effective avant la fin du premier semestre 2016, avec l'entrée au capital de nouveaux investisseurs dans la Banque ouest-africaine de développement BOAD. En 2016, Air Côte d'Ivoire prévoit renforcer sa flotte avec 9 avions et son effectif à 612 personnes. La compagnie compte atteindre 701 876 passagers et réaliser un chiffre d'affaires de 89 milliards. Autre défi majeur, l'entrée en cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA et l'évolution des destinations régionales à partir de 18 à 22 capitales.
Dans l'optique de réaliser les nombreux défis, l'équipe dirigeante de Air Côte d'Ivoire entend à travers des partenariats avec des instituts de formation occidentales former des agents techniques en vue d'assurer la pérennité de la compagnie. Ce soir, intéressons-nous aussi à l'or noir qui a longtemps rimé avec misère noire ici en Afrique. Le pétrole africain n'a pas toujours été le catalyseur tant attendu des économies du continent, mais les pays producteurs s'emploient à inverser cette tendance au sein de l'APA, l'Association des producteurs de pétrole africains. Cette organisation de coopération et de solidarité œuvre pour l'élaboration et l'application de stratégies afin de faire des hydrocarbures africains un puissant moteur de développement économique du continent. Les défis sont nombreux, notamment la baisse mondiale du prix du pétrole. Christelle Menant. En 2013, le sous-sol africain a produit environ 10% du pétrole mondial. En termes de production et de réserve, ce n'est pas le Moyen-Orient, malgré le géant Nigeria, 6e mondial. Mais le continent africain reste un acteur clé. C'est un des fournisseurs de l'Europe et le golfe de Guinée est une région clé pour les grandes multinationales pétrolières. Face à ces compagnies puissantes, les producteurs africains ont dû s'organiser comme l'OPEP. À l'initiative des 4 pays africains membres de l'OPEP, à savoir le Nigeria, le Gabon, l'Algérie et la Libye, pour pouvoir donc faire face justement à un certain nombre de déconvenus dans le monde géopolitique international. D'où l'idée de solidarité et de coopération entre les pays africains dans le secteur du pétrole. Parmi les solutions déjà proposées par l'Association des producteurs de pétrole africains, l'harmonisation du cadre légal et contractuel en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Des solutions, entre autres, qui permettraient de mieux faire face aux difficultés qui enflamment l'industrie pétrolière. La dégringolade actuelle du cours mondial du pétrole ruine les économies majoritairement dépendantes de l'or noir. Une diversification des ressources s'impose donc pour ces pays producteurs de pétrole, mais aussi pour le bien de la planète. Les hydrocarbures font partie des ressources naturelles non renouvelables et leur utilisation massive est source de gaz à effet de serre. Les énergies fossiles, les hydrocarbures en particulier, le pétrole, le charbon, le gaz, sont accusés justement d'être le facteur fondamental dans la pollution de l'atmosphère et dans le changement climatique. Et là, nous devons prendre justement toutes les dispositions nécessaires de façon à ce que justement nous puissions faire face à ça. L'heure est donc à la transition énergétique, ce qui implique une modification radicale de la politique énergétique, un sentier qu'emprunte déjà la Côte d'Ivoire. Des mutations s'imposent, d'où le passage d'hydrocarbures à énergie. Depuis quelques années déjà, la Côte d'Ivoire a pris la décision d'être leader au niveau sous-régional. En 20 ans, la production pétrolifère africaine a quasiment doublé, du fait de découvertes majeures, surtout dans le golfe de Guinée, mais les économies des pays producteurs n'ont pas toutes réalisé le même bond. L'approche énergétique devrait être plus bénéfique pour les populations et contribue ainsi à débrancher peu à peu les perfusions financières internationales. Pour la bonne marche de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, tous les acteurs de la mutualité apportent leur concours. L'Union africaine de la mutualité du Bureau régional ouest-africain aide à la mise en place de la mutuelle nationale de Côte d'Ivoire. Une assemblée générale élective est prévue demain. Elle regroupera plus de 50 mutuelles nationales. Pour l'occasion, un invité spécial est venu de la France pour partager justement l'expérience française avec les mutuelles ivoiriennes. Le point de Doigt des Lasers. Selon mes moyens, je me fais soigner. C'est un peu cher quand même. Comme Seyni Camara, nombreux sont des Ivoiriens qui ne bénéficient pas encore d'assurance maladie, encore moins d'une couverture sociale. Et pourtant, selon les recommandations de l'UEMOA, les populations doivent s'organiser en association pour assurer leur prise en charge sanitaire à moindre coût. Le bureau régional l'a fait au Mali au mois de juillet 2015. Tout ceci pour permettre que les 6 ou 7% de la population qui ont une couverture santé, faire une extension de cette couverture pour que d'ici les 15 ans qui arrivent, les mutuelles puissent couvrir près de 45% de la population. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 50 mutuelles sociales qui tentent tant bien que mal de proposer une couverture maladie à leurs adhérents, dont la MUGEFSI, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de mutualité. Parce qu'on ne pourra jamais atteindre le développement durable si nous n'avons pas de couverture contre le risque maladie. Pour permettre aux populations d'avoir accès aux soins de santé de bonne qualité, l'État a mis en place une couverture maladie universelle, CMU.
Avec une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA, le souscripteur peut se soigner dans les hôpitaux publics. L'initiative est soutenue par l'Union africaine de la mutualité qui, à travers son bureau régional d'Afrique de l'Ouest, s'investit à fédérer toutes les mutuelles sociales ivoiriennes. Ce mardi 2 février, une assemblée générale constitutive va donner naissance à l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire. Elle va bénéficier déjà à sa création de l'expertise française. Vous êtes en train de construire une couverture maladie universelle et vous avez la chance finalement de faire les deux constructions en même temps. Que la construction de la couverture maladie universelle s'appuie sur les mutuelles pour que les services qu'ils offrent en remboursant des soins correspondent aussi à la réalité d'un service sur le terrain. Si chaque mutuelle agit individuellement, elles sont beaucoup moins fortes. Un départ nouveau donc pour la mutualité en Côte d'Ivoire au bénéfice des populations qui peinent souvent à se prendre en charge en cas de maladie. L'actualité sanitaire en bref et en images, l'OMS a convoqué aujourd'hui un comité d'urgence pour déterminer si le virus Zika, transmis par la piqûre du moustique tigre, constitue une urgence de santé publique mondiale. 3 à 4 millions de cas sont attendus en 2016 en Amérique. Toujours à l'étranger, cet autre week-end très sanglant au Nigeria, au moins 85 personnes ont été tuées dans un attentat qui a frappé samedi une localité proche de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Le coup d'envoi de la présidentielle américaine a été donné ce lundi avec le caucus de l'Iowa. Premier test pour les candidats. Les derniers sondages donnent un avantage à Hillary Clinton, côté démocrate. Trump est en tête chez les républicains. Reportage. Dernière ligne droite pour les supporters du démocrate Bernie Sanders. Fergus Wilson est venu de France pour aider son candidat à battre Hillary Clinton. J'adore Bernie Sanders. Ça fait 7 mois que je le suis sur Internet. Et à la fin, je me suis dit, bon, j'ai arrêté juste d'être sur Facebook à partager des trucs. Je vais venir aider sur le terrain. J'avais jamais participé dans une campagne politique avant. Les bénévoles comme Fergus s'arrêtent chez les électeurs indécis qui souvent attendent la toute dernière minute pour faire leur choix. Ce sera soit Bernie Sanders ou Trump. Je vais me décider le soir du caucus, pas avant. Ça sert à ça le caucus. Clinton devance Sanders dans les sondages côté démocrate, mais seulement d'une courte tête. Une forte participation des jeunes pourrait faire la différence. Le milliardaire Donald Trump est lui numéro 1 chez les républicains, malgré ses coups d'éclat, comme son refus de participer au dernier débat. Pour combler l'écart, son principal adversaire, Ted Cruz, a multiplié les rencontres avec les électeurs. Ce lundi, ce sera le vrai test. Nous avons fait campagne dans chacun des 99 comtés de l'Iowa. Nous avons répondu à toutes les questions des électeurs, nous les avons regardés dans les yeux. Derrière Cruz et Trump, Marco Rubio espère bien finir 3e pour rester dans la course. Déception en revanche pour Jeb Bush. Malgré un matraquage publicitaire, l'ancien favori est crédité de seulement 2% des voix dans le dernier sondage. Son objectif, rebondir lors du prochain test, la primaire du New Hampshire. Comment se déroule dans les détails cette élection américaine? Eh bien, cette interrogation nous ramène aux États-Unis avec ce reportage que nous vous proposons de suivre pour découvrir tout le processus. Le long chemin vers la Maison-Blanche se déroule en plusieurs étapes. Chaque État organise des élections pour choisir les délégués à la Convention nationale de chaque parti, démocrate et républicain, durant laquelle seront investis les candidats. Ces phases de présélection sont soit des caucus, c'est-à-dire des réunions publiques organisées par les partis, soit des primaires, des élections organisées par l'État lui-même dans les bureaux de vote. L'ordre est toujours le même, ou presque. D'abord les caucus de l'Iowa, puis les primaires du New Hampshire. Suivent les autres États et traditionnellement le Super Tuesday, durant lequel une dizaine d'États organisent leurs primaires. Cette sélection dure 4 ou 5 mois. Les délégués élus lors des caucus et primaires désignent formellement leurs candidats, lors de la convention de leur parti. Pour recevoir l'investiture, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages des délégués. Une fois désigné, il choisit un candidat à la vice-présidence. Ce duo forme ainsi un ticket. Les deux postulants à la Maison-Blanche s'affronteront enfin lors du scrutin final, le 8 novembre 2016, même si des indépendants peuvent se joindre à la course. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que dans quelques instants, à 21h notamment, vous pourrez suivre Lundi Sport avec toute l'équipe
de RTI Sport. Moi, je vous dis à demain, 20h. Excellente soirée sur RTI 1.